Cette vidéo est consacrée au dernier chapitre de la partie algèbre linéaire sur les espaces vectoriels et applications linéaires. Je vais présenter quelques notions de base, notamment la notion de sous-espace vectoriel, indépendance linéaire entre les vecteurs d'un sous-espace ou bien d'un espace vectoriel, la notion de base d'un espace vectoriel ou bien base d'un sous-espace vectoriel et aussi la dimension d'un sous-espace ou bien d'un espace vectoriel. Et pour la partie application linéaire, je vais parler notamment de matrice d'une application linéaire et des sous-espaces vectoriels, noyaux et images d'une application linéaire. Pour commencer, voilà des exemples d'espaces vectoriels usuels. L'espace vectoriel R, qu'on dit que c'est un espace vectoriel sur lui-même. Okay? Donc R, c'est l'ensemble des nombres réels qu'on connaît tous. Et on dit que R est de dimension 1. Okay? Donc on peut écrire que dimension de R égale à 1. Voilà. R2 ou bien R au carré. R au carré, c'est R fois R, bien R croix R. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble des couples XY. Donc, on peut écrire sous forme d'un ensemble XY, bien l'ensemble des couples, ou bien de vecteurs XY tel que X appartient à R et Y appartient à R. Donc on dit que R2, ou bien R au carré, est un espace vectoriel sur R, parce que les composants de ces éléments sont des nombres réels. Okay? X et Y sont des nombres réels. Et on dit que R2 est de dimension 2. Donc dimension de R2 égale à 2. Voilà. R3, c'est l'ensemble de triples. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble de x, y, z, tel que les composants x, y, z appartiennent à R. Donc, R3, c'est un espace vectoriel sur R. Sa dimension égale à 3. Donc, si vous voulez, géométriquement, on connecte R par la droite des X. Okay? R2, c'est le plan X, O, Y. Et R3, c'est l'espace X, Y, Z. Okay? Donc, pour généraliser, Rn, pour n un entier quelconque, supérieur ou égal à 1, c'est l'ensemble des vecteurs x1, x2 jusqu'à xn, okay, tels que tous les composants xi, c'est-à-dire i de 1 jusqu'à n, appartiennent à R. Voilà, donc ici on dit que dimension de Rn égale à n. Alors on dit que pour le cas général Rn, on dit que Rn est un espace vectoriel sur R. Ou bien Rn est un R espace vectoriel. Ou bien Rn est un espace vectoriel réel. Donc dans ce cours, on va se limiter seulement aux espaces vectoriels réels, sinon on peut aussi définir des espaces vectoriels sur C, l'ensemble des nombres complexes. Les éléments d'un espace vectoriel s'appellent vecteurs. Si on prend par exemple un vecteur U, ou bien V de R3, okay, soit U, un vecteur de R3, alors U
s'écrit sous forme d'un triple x, y, z avec les composants de ce vecteur qui sont des nombres réels. Okay? Parce que ici R3 est un espace vectoriel réel. Voilà, donc pour parler de la notion de base canonique, je vais écrire le vecteur U sous cette forme. Donc je peux écrire U sous forme de la somme de trois vecteurs, okay? x00 plus 0y0 plus 00 z. Et après je peux factoriser dans chaque vecteur dans le premier vecteur par x, deuxième par y et troisième par z. Comme ça, U, ou bien le vecteur U, est écrit sous forme de combinaison linéaire, okay? Combinaison linéaire des vecteurs E1, E2, E3. E1 c'est 1, 0, 0, E2 c'est 0, 1, 0 et E3 c'est 0, 0, 1. Sachant que les trois vecteurs, ils appartiennent aux espaces vectoriels, ou bien à l'espace vectoriel R3. Okay? Donc, c'est une écriture qui est générale. Tout vecteur de R3 s'écrit sous forme de combinaison linéaire des trois vecteurs E1, E2 et E3. Okay? Sachant que les trois vecteurs sont linéairement indépendants, c'est-à-dire je ne peux pas écrire un E1 par exemple sous forme de alpha E2 plus bêta E3. Donc on dit aussi que ces trois vecteurs sont linéairement indépendants, donc ils forment une base, ce qu'on appelle une base, puisqu'ils génèrent les éléments de R3 et ils sont linéairement indépendants. Donc on dit que la famille, okay, la famille de vecteurs E1, E2, E3 est une base de R3. Okay. Ça veut dire quoi une base? C'est-à-dire chaque élément de R3, elle s'écrit sous forme de combinaison linéaire des trois vecteurs E1, E2 et 3. Okay. Voilà. Et cette base s'appelle base canonique, on peut la nommer B. Okay. B, c'est la base canonique. Okay. C'est la base canonique de R3. Bien sûr, on peut chercher d'autres bases. Okay? On peut chercher d'autres bases de R3. Et celle-là s'appelle base canonique. Donc, comme on a trouvé que tous les vecteurs de R3 s'écrivent sous forme de combinaison linéaire des trois vecteurs E1, E2, E3, alors on dit que les éléments de les vecteurs E1, E2 et E3 génèrent R3 ou bien génèrent les vecteurs de R3. Okay? Elle génère les vecteurs de R3. C'est-à-dire chaque combinaison linéaire de 1, 2, 3, elle donne un vecteur de R3. Okay? Ou bien on dit que cette base, ou bien la famille, okay, la famille E1, E2, E3, la famille des trois vecteurs, la famille engendre R3. Okay? Et on écrit R3 égale vect E1, E2, E3. Donc ici, il vaut mieux écrire famille génère la famille des vecteurs E1, E2, E3. Elle génère les vecteurs de R3. Bien, la famille engendre R3. Alors, d'une façon générale, un espace vectoriel réel, c'est un ensemble de vecteurs qu'on appelle E, hein, espace, okay,
Donc cet ensemble E, il est muni des règles pour l'addition des vecteurs. Ok, donc on peut faire U plus V par exemple, ok, la somme de deux vecteurs dans le même espace, et de multiplication par un scalaire qui est un nombre réel, c'est-à-dire un nombre dans R. Donc ces deux opérations, ou bien ces deux règles, plus et multiplication, plus c'est-à-dire addition de vecteurs, et multiplication par un scalaire et pas par un vecteur, attention. Donc ces deux opérations, elles produisent des vecteurs dans E. C'est-à-dire si on a deux vecteurs UV, alors la somme U plus V, elle est dans E. C'est un vecteur de E. Et si on prend un vecteur U et on multiplie par un scalaire lambda dans R, alors lambda fois U est aussi un vecteur dans E. Donc on dit que E est stable pour l'addition et pour la multiplication par un scalaire. Alors ici, la notion de vecteur est une notion abstraite générale. Donc un vecteur, ça peut être un élément de Rn, x1 jusqu'à xn, ça peut être une matrice, ça peut être un polynôme, ça peut être une suite ou bien une fonction, okay, etc. Donc comme ça, on peut parler d'un espace de matrice, okay, un espace vectoriel de matrice, un espace vectoriel de polynôme, de degré 2 par exemple, l'espace des suites, un espace de fonction, bien un espace de fonction dérivable, etc., etc. Alors, comme exemple d'espace vectoriel différent de l'espace usuel Rn, on cite l'ensemble des matrices de taille 3 x 3. Donc, c'est un espace vectoriel. Un vecteur dans cet espace est une matrice, okay, de taille 3 x 3. Donc, on peut faire la somme des matrices sur cet espace. La somme de deux matrices de taille 3 x 3 est une matrice de taille 3 x 3. Okay? Donc, il appartient au même espace. Si on multiplie une matrice de taille 3 x 3 par un scalaire réel, alors ça donne une matrice de taille 3 x 3. Deuxième exemple, l'ensemble des fonctions dérivables sur 0, 1. C'est aussi un espace vectoriel sur R. Okay. Si on prend deux fonctions dérivables sur 0, 1, alors la somme des deux fonctions est une fonction dérivable sur 0, 1. Et si on multiplie une fonction dérivable sur 0, 1 par un scalaire réel, alors ça donne une fonction dérivable sur 0, 1. Alors, comme notation, on note le vecteur nul par un grand 0 avec une flèche, ok, et on dit par ça, ou bien on fait cette notion pour distinguer entre les éléments des espaces vectoriels, okay. Donc pour un vecteur nul de R3 par exemple, on écrit 0 égale 0, 0, 0. Okay. Pour l'espace des matrices 3 fois 2 par exemple, alors le vecteur nul, il est donné par la matrice 0, bien la matrice nulle de taille 3 fois 2. Okay. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et ainsi de suite. Okay. Si on prend un plan dans l'espace qui passe par le point 0, 0, 0, okay. Donc ici le plan il appartient, ou bien il est inclus dans l'espace R3. Okay. Alors on dit ici que le plan est un sous-espace vectoriel de R3. Okay. À condition que ce plan passe par le vecteur nul qui est 0, 0, 0. Okay. Donc on dit que le plan, ou bien ce plan, il est de dimension 2. Par contre, l'espace vectoriel R3, il est de dimension 3. Toujours la dimension d'un sous-espace vectoriel,
est inférieur ou égal à la dimension de l'espace vectoriel. Soit E un espace vectoriel sur R et F un ensemble dans E. Alors F ici est dit sous-espace vectoriel de E s'il vérifie les trois conditions. La première, il faut que F soit différent du vide. Ou bien, on montre que le vecteur nul appartient à F. Okay? Donc c'est simple de montrer que le vecteur nul appartient à F. Deuxième condition, si on prend deux vecteurs de F, alors la somme des deux vecteurs reste dans F. Troisième condition, pour un réel alpha et un vecteur F et un vecteur U dans F, la multiplication reste dans F. Okay? Le vecteur alpha U est aussi dans F. Voilà donc les trois conditions pour vérifier qu'un ensemble ou bien voilà, qu'un ensemble de E est un sous-espace vectoriel de E. Donc, le singleton vecteur nul est un sous-espace vectoriel de E et on dit que dimension du singleton égale à 0. Donc chaque ensemble ou bien chaque sous-ensemble qui contient un seul élément, s'il est un sous-espace vectoriel, alors sa dimension est 0. Okay. Donc on dit ici que le singleton vecteur nul est le plus petit sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel, ou bien de l'espace vectoriel E. On dit aussi que E est un sous-espace vectoriel dans lui-même. Donc E ici, c'est le plus grand sous-espace vectoriel de E. Dans cet exemple, l'ensemble F est l'ensemble des couples XY de R2 tels que les composants XY sont supérieurs ou égaux à 0. Okay. Bien sûr, elles appartiennent à R. Ce sont deux nombres réels. Alors, bien sûr, ici, F est inclus dans R2. Ici, l'espace vectoriel, c'est R2. Okay. Et on veut montrer si F est un sous-espace vectoriel ou non. Alors ici, on doit vérifier les trois conditions, I, 2I et 3I. Sinon, s'il apparaît que F n'est pas un sous-espace vectoriel, il suffit de donner un contre-exemple. Donc, la troisième condition, par exemple, ici, n'est pas vérifiée. Si on prend un vecteur quelconque dans F, okay, le vecteur, par exemple, 1, 1, okay, si on prend le vecteur 1, 1, c'est un vecteur de F. Okay. Pourquoi? Parce que 1, c'est supérieur à 0. Tout simplement, les composants sont supérieurs à 0. Mais si on fait la combinaison linéaire, c'est-à-dire la multiplication par un scalaire, alpha, par exemple, on choisit alpha égale à moins 1, ok? Alors, alpha fois u égale au vecteur moins 1, moins 1. Mais ce vecteur-là n'appartient pas à f, parce que les deux composants ne sont pas supérieurs ou égaux à 0. Ok? Donc celui-là n'appartient pas à f. Comme ça, l'ensemble F ne vérifie pas la troisième condition d'un sous-espace vectoriel. Okay? Donc on dit que F n'est pas un sous-espace vectoriel. De R2. Okay? Donc il suffit de donner un contre-exemple. Ce n'est pas la peine de vérifier les autres conditions. Si on prend E, l'espace des matrices de taille 3 x 3, et on prend F, l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de taille 3 x 3, alors ici on dit que F est un sous-espace vectoriel de E. Donc il suffit de vérifier les trois conditions. Okay? Donc une matrice, bien un vecteur de F, si on prend U, appartient à F. Alors, comment on écrit U? Et c'est une matrice triangulaire supérieure de taille 3 x 3. Il s'écrit sous
la forme suivante. A11, A12, A13, 0, A22, A23, 00, A33. Ok. Donc c'est une matrice triangulaire supérieure. Alors, la première condition, est-ce que f est différent du vide? Bien évidemment, il y a un élément qui appartient à f. Il suffit de prendre le vecteur nul. Okay. La matrice nulle. Okay. La matrice nulle appartient 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. On peut dire que le vecteur nul est une matrice triangulaire supérieure. Okay. De taille 3 x 3. Maintenant, si on prend deux vecteurs de f, c'est-à-dire deux matrices triangulaires supérieures, leur somme est une matrice triangulaire supérieure de taille 3 x 3. Alors, leur somme appartient à f. C'est évident, ok? Et si on prend une matrice de taille triangulaire supérieure de taille 3 x 3, il y a un scalaire alpha dans R. Alors, alpha fois U est aussi une matrice triangulaire supérieure de taille 3 x 3, donc elle appartient à F. Donc, conclusion, F vérifie les trois conditions, c'est-à-dire est un sous-espace vectoriel de E. Pour un sous-espace vectoriel, il est important de parler de ce qu'on appelle base et dimension d'un sous-espace vectoriel. Donc soit E un R espace vectoriel de dimension n, soit F un sous-espace vectoriel de E, et soit B une famille de vecteurs U1, U2 jusqu'à UP. Hein, ce sont des vecteurs de F, tels que P est inférieur ou égal à n. Parce que toujours la dimension d'un sous-espace vectoriel est inférieure à la dimension de l'espace vectoriel, inférieure ou égale. Alors, la famille B ici est dite base du sous-espace vectoriel F s'il vérifie les deux conditions. La première, la famille B engendre F. C'est-à-dire, tous les vecteurs U de F, ils s'écrivent sous forme de combinaison linéaire des vecteurs de la base. Okay? Donc, U égale alpha 1 U1, il existe alpha I, tel que U égale alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 jusqu'à alpha P UP. Okay? Donc, dans ce cas, on dit que F égale vect U1 jusqu'à UP. Okay? Donc, on dit que la famille engendre F, ou bien génère F. Génère les éléments de F. Deuxième condition, B est une famille libre, c'est-à-dire les vecteurs de cette famille sont linéairement indépendants. Si on suppose qu'il y a une relation entre les éléments de cette famille, donnée par alpha 1 U1 jusqu'à alpha P UP égale au vecteur nul, alors forcément les coefficients sont nuls. Okay? Voilà donc deux conditions pour dire que B est une base du sous-espace vectoriel F. Comme ça, l'intérêt de déterminer une base d'un sous-espace vectoriel c'est de calculer sa dimension. Okay? Alors, la dimension d'un sous-espace vectoriel est donnée par le nombre d'éléments de sa base, ou bien de l'une de ses bases. Okay? La dimension, c'est le cardinal de la base. Ici, la base, c'est B. OK? Cardinal de la base. Et bien sûr, le cardinal, c'est le nombre de vecteurs de la base, c'est P dans ce cas. Okay? Égal à P. Voilà. Donc, toujours, si on cherche la dimension d'un sous-espace vectoriel, il faut d'abord trouver une base de ce sous-espace vectoriel. La dimension d'un sous-espace vectoriel est toujours inférieure ou égale à la dimension de l'espace vectoriel. Et on peut dire aussi que un sous-espace vectoriel est considéré aussi comme
comme un espace vectoriel. Considérons l'exemple suivant. L'objectif, c'est de chercher ou bien déterminer une base du sous-espace vectoriel F. F ici, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, on va déterminer une base de F et aussi calculer sa dimension. Donc, on commence par écrire un vecteur quelconque de F en prenant en compte la relation donnée dans le sous-espace vectoriel. Okay? Y plus Z égale à 0. Donc, je prends un vecteur U quelconque dans F, soit U dans F. Alors, U, elle s'écrit sous forme de X, Y, Z. Okay? Ensuite, je remplace Z par moins Y, ou bien Y par moins Z. Donc, c'est égal à X, Y, moins Y. Je peux séparer, bien écrire le vecteur sous forme de somme de vecteurs. Donc, c'est X, 0, 0, plus 0, Y, moins Y. Je factorise par X. Pardon. X facteur de 1, 0, 0, plus Y facteur de 0, 1, moins 1. Donc, c'est une combinaison linéaire. Le vecteur U est une combinaison linéaire des deux vecteurs U1 qui est 1, 0, 0 et U2 qui est 0, 1, moins 1. Ces deux vecteurs sont deux vecteurs de F, okay? Parce que eux-mêmes, ils vérifient la condition Y plus Z égale à 0, okay? 0 plus 0 ici, hein? 0, Y plus Z, 0 plus 0 égale à 0. Ici, 1 plus moins 1 égale à 0. Donc, chaque élément de F, elle s'écrit sous forme de combinaison linéaire de deux vecteurs de F. Okay? Donc, la famille, ici, B, la famille des deux vecteurs U1, U2 est une famille génératrice de F, ou bien elle génère F, ok? Génératrice de F. C'est-à-dire, F, elle s'écrit vect U1, U2. Okay? Ensuite, il faut montrer l'indépendance linéaire des deux vecteurs de cette famille, okay? Pour dire que c'est une base. Donc, indépendance linéaire. Alors, pour nous montrer l'indépendance linéaire des éléments de cette famille, on peut supposer que qu'on a alpha fois U1 plus bêta fois U2 égale au vecteur nul. Ok? On suppose qu'on a ça. Et on montre que alpha bêta sont nuls. Ok? Donc la seule condition pour que cette formule soit correcte et que alpha et bêta sont deux nombres réels nuls. Okay? Comme ça, on dit que U1 et U2 sont linéairement indépendants. Okay? Voilà, donc ici alpha, bêta sont deux réels quelconques. Donc on écrit alors alpha fois U1, alpha fois U1, 1, 0, 0. Plus bêta fois U2, 0, 1, moins 1, égale au vecteur nul. Ici, le vecteur nul, c'est 0, 0, 0. Donc, on aura donc, après la simplification, le vecteur alpha, bêta, moins bêta égale au vecteur nul 0, 0, 0.
Donc on compare élément par élément, alpha égale à 0, bêta égale à 0, moins bêta égale à 0. On conclut que alpha et bêta sont nuls. Comme ça, on dit que les deux vecteurs U1 et U2 sont linéairement indépendants. Donc on vient de montrer l'indépendance linéaire entre les deux vecteurs U1 et U2. On peut généraliser à n'importe quel nombre de vecteurs. Okay? Si on a 5 vecteurs par exemple, alors alpha 1 U1 jusqu'à alpha 5 U5 égale au vecteur nul, et on montre que tous les coefficients sont nuls pour montrer l'indépendance linéaire. Alors, les deux vecteurs U1 et U2 sont linéairement indépendants, c'est-à-dire la famille B est libre. Et on a montré que F est généré par la famille des vecteurs U1 et U2. Alors par la suite, on dit que B est une base de F. Comme ça, on peut calculer sa dimension, ou bien la dimension de F. Donc, la dimension de F, c'est le nombre des éléments de sa base. C'est cardinal de B égale à 2. Alors, notez bien ici que 2, c'est inférieur à la dimension de l'espace vectoriel R3. Parce que F est un sous-espace vectoriel de R3. Voilà donc la fin de la première partie sur les espaces et sous-espaces vectoriels. Okay, nous avons présenté quelques notions de base, notamment le sous-espace vectoriel, dimension, base et dimension d'un espace vectoriel. Dans la deuxième partie, nous allons parler d'applications linéaires qui sont définies sur des espaces vectoriels.